angoisse de castration d'une part et angoisse de séparation de l'autre. Le narcissisme, donc qui est, on parle d'un stade, on peut parler de stade, si on veut, indispensable pour chacun, ce qui fait parler Freud d'un narcissisme primaire. Donc il suppose que chez l'enfant, il y a un narcissisme qui se développe et qui est absolument indispensable à la façon dont il vit dans son corps, dont il vit et donc la façon dont il voit le monde. C'est ce qu'il développe à partir de cette notion de stade du miroir, peu importe comment le définir. Un stade du miroir donc qui est quelque chose de primaire, d'absolument indispensable, qu'on peut aussi comparer à ce qu'on appelle une identification première, primordiale, qu'on peut qualifier d'imaginaire. Il y a de l'imaginaire dans l'identification. C'est-à-dire, c'est la façon dont on se voit et dont on voudrait que les autres nous voient. Et c'est ce rapport au narcissisme, donc à l'image du corps, qui nous concerne tous et qui traverse toute notre vie. Si on voit les efforts considérables que produisent pas seulement les hommes, pas seulement les femmes, pardon, mais les hommes et les femmes pour soigner cette image de soi, les hommes d'une autre façon que les femmes. Pour une femme, c'est très important la façon dont elle est vue, c'est vital, mais pour un homme aussi, mais d'une autre manière. Les hommes veulent briller sur le plan des muscles ou de la tête, c'est des muscles de la tête, mais c'est aussi, voilà. Donc, pour dire à quel point ce narcissisme est indispensable, mais il repose toujours, et ça c'est un enseignement majeur de la psychanalyse, sur ce qui n'est pas représentable. Donc Lacan insiste beaucoup là-dessus et c'est toute la première partie de son enseignement est déterminée par ça, par cette fonction du non représentable, c'est-à-dire de ce qui est aspéculaire. Dans le miroir, on en a beaucoup parlé hier aussi, dans le miroir, le corps peut se représenter, mais jamais dans sa totalité. Il y a quelque chose qui manque, et tout simplement parce que le corps n'est pas complet. Le corps est imparfait. Le corps a des trous. Et à la base, ce qui est aspéculaire, ce qui n'est pas représentable, c'est à ce niveau-là que Lacan inscrit la fonction du phallus. Pas le phallus grec qui au contraire s'affiche. On le voit aussi en Égypte, dans certaines représentations des pharaons, il y a toujours un phallus qui est représenté quelque part. Donc ce n'est pas seulement lié aux Grecs, mais c'est par ce biais-là que nous le connaissons et que nous nommons le phallus. Donc du point de vue de ce que Lacan arrive à mettre en évidence à partir du stade du miroir, c'est plutôt quelque chose qui n'est pas représentable et qui s'inscrit en tant que moi fi. Toute la réflexion concernant la castration est liée à ça, à ce qui n'est pas représentable. Et donc, la consistance du narcissisme est liée à ce trou central, de ce qui est coupé de l'image, qui donc n'est pas une complétude, mais souligne un moi, un manque, un vide. C'est autour de ce vide que se construit tout le psychisme. Parce qu'en fait, ces considérations sur le narcissisme sont tellement importantes parce qu'elles interviennent dans la construction du psychisme
fétichisme de l'individu, et par ailleurs, le narcissisme, qui est la première image qui continue à fonctionner, on parle bien d'une image inconsciente, c'est une image inconsciente du corps, c'est cette image-là qui fonctionne dans notre façon non seulement de nous voir, mais aussi de voir l'autre et de voir le monde. Nous voyons le monde à travers cette image première, qui est comme une matrice de toutes les images que nous pouvons produire. Et donc, on peut dire que le peintre, c'est celui qui travaille là-dessus, qui continue à travailler là-dessus. J'ai eu la possibilité de suivre en analyse quelqu'un qui est devenu peintre et aussi d'autres personnes qui sont devenues photographes ou qui étaient déjà photographes et ce qui m'a permis de comprendre à quel point ce rapport à un narcissisme primaire est essentiel dans cette construction du monde que fait le peintre. La peinture, depuis qu'elle existe, elle est toujours référée à la représentation du corps. Et si la peinture ou l'art pictural, peut-être aussi la sculpture, perd ce rapport, elle se perd, ou l'art se perd. Et donc aujourd'hui, c'est une question importante, on ne sait pas, dans toute cette production extraordinaire de l'art moderne, on ne sait pas ce qui va rester de cet art. Les uns disent peut-être que 90% va disparaître, peut-être même plus. Et donc, qu'est-ce qui peut être considéré comme de l'art? Souvent, au moment même, c'est difficile de le dire, c'est l'époque d'après qui tranche. C'est-à-dire que c'est comme des décisions qui sont prises. Il y a des personnes qui apparaissent à cette place d'être des décisionnaires de ce qui est de l'ordre de l'art ou pas. Mais personne ne peut le dire a priori comme ça. On ne sait pas. On peut avoir une intuition plus ou moins aiguë de ce que... Mais donc, et à ce moment-là, on peut dire qu'il y a une fonction éthique de l'art, c'est de montrer comment la représentation peut fonctionner pour une époque donnée. Il y a des artistes qui, dans l'après-coup, se révèlent avoir été ceux qui ont marqué la forme de représentation pour une époque donnée. Et la forme de représentation, ça veut dire, c'est reconnaître la forme de l'irreprésentable, puisque le tout ne peut pas se représenter. Donc, comment situer l'irreprésentable? Et donc, on sait qu'on touche là un point nodal, non seulement au niveau de l'art, mais aussi des religions, parce que le judaïsme est basé essentiellement sur le non représentable. C'est le premier commandement, l'interdit de la représentation. C'est essentiel. Tout est basé là-dessus. Il y a un interdit de la représentation de Dieu. Voilà. Donc, et il y a quelque chose de cet ordre. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est au-delà de la religion. C'est transreligieux, puisque c'est quelque chose qui continue à nous occuper jusqu'à ce jour. Et la psychanalyse ne serait pas la psychanalyse si elle n'était pas référée à cet interdit de la représentation. Freud n'émet pas un interdit de la représentation, mais Freud il se soumet à cet interdit. Donc, que lui n'a pas inventé, mais qu'il retraduit dans le champ de l'humain et de la clinique humaine, psychanalytique. Voilà. La clinique psychanalytique est basée sur cet interdit. Et donc, de nouveau, qu'est-ce que ça dit autre chose qu'un rapport à la castration? Établir un rapport à la castration, donc au non représentable. Donc l'angoisse donc comment se situe l'angoisse de la castration par rapport au narcissisme, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux liens qui existent, les liens entre les générations. C'est pas parce qu'une coupure intervient à ce niveau-là qu'il n'y a plus de lien, mais ça transforme le lien. Ça veut dire que les relations entre parents et enfants, entre les générations, se transforment.
il devient, disons, plus adulte. Tout comme, et donc il permet à chacun de vivre dans sa génération, que les enfants vivent dans leur génération et les parents dans la leur, et qu'on ne mélange pas. Le rapport au narcissisme est du même ordre. On introduit une coupure dans le rapport au corps, ce qui permet de vivre autrement dans son corps, ce qui seulement permet de vivre dans son corps. La psychanalyse, on peut dire, est une façon d'apprendre à vivre dans son corps, de s'approprier son corps. Et je peux me référer aussi à ce niveau-là à un exemple de clinique de quelqu'un qui a souffert, donc qui a présenté des phénomènes psychosomatiques, pourrait-on dire, avec toutes sortes de souffrances, de douleurs, et qu'il est allé d'un médecin à l'autre, etc., jusqu'à ce qu'on lui dise non, vous n'avez rien, etc., jusqu'au moment où il s'est rendu compte, et là c'est peut-être, on peut revenir à cette notion de holophrase de Lacan et la formuler un peu autrement, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il a reproduit des symptômes de son père. De sorte que c'est comme si son corps ne lui appartenait pas. Il a reproduit des symptômes que son père avait. C'était comme une fidélité, bien sûr, absurde à la génération précédente. Et en introduisant, en s'en apercevant, il a pu peu à peu introduire une séparation à ce niveau-là. Ce qui n'a pas arrangé tout dans ce cas-là, parce qu'il y avait d'autres facteurs qui s'y ajoutaient, mais seulement pour signaler qu'une psychanalyse, ça sert à s'approprier son corps, à vivre dans son corps, et donc un corps qui est confronté à cette angoisse de castration au non représentable. L'autre question qui est celle de l'angoisse de séparation, c'est une variante de la même question. C'est comme si dans l'angoisse de séparation, c'est une variante dans l'angoisse de la castration. Parce que dans l'angoisse de la séparation, c'est comme si l'autre était indispensable à ma vie, comme si l'autre pouvait compléter quelque chose chez moi, quelque chose qui me manque. L'autre, à ce moment-là, est appelé à jouer ce rôle, à m'apporter ce qui me manque. Et ça se retrouve très souvent dans le discours, même amoureux, d'attendre de l'autre qu'il comble ce manque. Alors que, en fait, l'autre ne fait que souligner ce manque. Parce que l'autre est manquant aussi, et c'est de ce point de vue-là que le désir fonctionne. Mais il y a des couples qui fonctionnent, justement, qui font le sacrifice du désir par le biais de remplir ce manque ou bien par la présence de l'autre, ou bien par des objets, ou bien par des activités, etc. Mais c'est surtout entre les générations que les parents attendent des enfants de remplir ce manque, que les enfants ont ce rôle-là de leur apporter ce qui leur manque. Donc souvent dans la clinique des enfants, de la psychanalyse des enfants, c'est un point, un aspect très important qui joue un très grand rôle à ce niveau-là. Et donc aussi l'angoisse de séparation.